Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la dernière partie du chapitre sur les oscillateurs mécaniques, à savoir le phénomène de résonance. Alors avant de commencer, je vous invite à aller voir une vidéo. Donc c'est une petite vidéo de 5 minutes qui montre une démarche scientifique adoptée pour l'étude de la résonance d'un pendule élastique. Ça dit l'essentiel, même si quelques erreurs se sont glissées dans la vidéo. Je vous laisserai les repérer, on fera un petit point après. Voilà, une fois que vous aurez regardé cette vidéo, vous pourrez commencer ce cours. Donc commençons par poser le problème. Imaginons un pendule élastique couplé à un excitateur qui fait osciller l'extrémité du ressort de façon sinusoïdale. On peut penser à une membrane de haut-parleur comme dans la vidéo citée précédemment. On peut aussi imaginer un moteur à excentrique comme représenté sur la figure. Ici, je peux régler la fréquence du moteur ainsi que l'amplitude, petit a, du déplacement. Autrement dit, je peux contrôler les paramètres A et oméga qui interviennent dans le déplacement A cos oméga t de l'extrémité du ressort. Ce qui nous intéresse ici, c'est la réponse de l'oscillateur x de t, donc à savoir l'élongation du ressort par rapport à la position d'équilibre, en régime permanent. Donc ce régime permanent porte un nom, c'est ce que l'on appelle le régime sinusoïdal forcé. Car on a une excitation sinusoïdale ici, qui va contraindre l'oscillateur à adopter un comportement sinusoïdal à la même fréquence que celle du moteur. Alors avant toute chose, mettons en équation le problème en utilisant le principe fondamental de la dynamique que l'on va appliquer au point matériel ici. Donc la masse fois l'accélération qui donne en projection suivant x m fois x point point égale eh bien, le poids qui est dirigé vers le bas, donc donnera lieu au terme mg ici, plus la force élastique moins k fois l'allongement du ressort, à savoir la longueur du ressort L moins la longueur L0 qui est la longueur au repos du ressort. Je contrôle les signes, je vérifie notamment que quand L est plus grand que L0, ce terme, la force est négative, ce qui traduit bien le fait que la tension élastique est dirigée vers le haut, puisque l'axe X est vers le bas. Lorsqu'on est au repos, c'est-à-dire lorsque le moteur est à l'arrêt et la masse ponctuelle au repos sans vitesse. Donc, hein. Alors lorsqu'on est au repos, donc par définition il n'y a plus d'accélération, et j'appelle L indice EC la longueur à l'équilibre du ressort. Donc j'ai l'équation 0 égale moins k L équilibre moins L0 plus mg. Enfin, j'ajoute la relation de couplage entre l'excitateur, c'est-à-dire ici le moteur, et l'oscillateur. Quelle est cette relation de couplage? Eh bien, je peux écrire que ce déplacement ici, A cos oméga t, plus la longueur L de t du ressort à un instant t, équivaut également à L équilibre plus x de t. Maintenant, faisons la différence entre les deux premières relations, de sorte que mg va disparaître, le L0 également. Il va nous rester un terme en moins k fois L moins L équilibre, et on remplace L moins L équilibre à l'aide de la troisième relation, qui donnera L moins L équilibre égale x de t moins a cos oméga t. On aboutit alors à l'équation suivante, x point point plus k sur mx égale k sur m a cos oméga t. Notez que je n'ai pas fait intervenir ici des frottements. Évidemment, dans des situations réelles, il y a toujours un peu de frottement. Donc si je choisis des frottements visqueux du type moins alpha x point, mon équation est modifiée et devient x point point plus alpha sur m x point plus k sur m x égale k sur m a cos oméga t. Donc on reconnaît le terme de gauche propre à l'oscillateur harmonique amorti.
avec ici le terme dissipatif, donc le terme d'amortissement, et ici le terme élastique, avec ici K sur M qui est en fait la pulsation propre au carré. Donc c'est cette équation que nous allons chercher à résoudre. Alors voilà ce qu'on va retenir pour l'oscillateur en régime sinus forcé. Un oscillateur harmonique soumis à une excitation sinusoïdale est décrite par une équation différentielle du type. Donc je prends la forme canonique x point point plus 2 lambda x point plus oméga 0 carré x égale un terme ici, donc je vais garder le terme ici oméga 0 carré a cos oméga t. Vous reconnaissez la pulsation propre, vous reconnaissez le coefficient d'amortissement lambda ici, et vous voyez ce terme-là à gauche, c'est caractéristique de l'oscillateur. Ce sont des paramètres ici, oméga 0 et lambda, qui vont caractériser l'oscillateur ici. Alors que le terme de droite, le second membre, caractérise le comportement de l'excitateur, notamment son amplitude et sa pulsation. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'histoire, en général, oméga 0 et lambda sont fixés, hein, c'est une caractéristique de l'oscillateur. Par contre, nous, on peut régler la fréquence à laquelle on excite cet oscillateur, donc en jouant sur oméga ici. Hein, oméga, c'est la pulsation de l'excitateur que l'on fixe. Oméga sur 2pi, c'est donc la fréquence de l'excitateur, hein, qui est par exemple indiquée sur le moteur qui fait tourner, qui excite le pendule. Et puis petit a, c'est l'amplitude de l'excitation que je peux aussi évidemment régler. Que nous disent les mathématiques sur cette équation différentielle? Tout d'abord, vous voyez ici, on reconnaît une équation différentielle du second ordre à coefficient constant, avec un second membre, ici, qui dépend du temps, et qui dépend du temps comme un cosinus. Alors vous avez dû voir en mathématiques que les solutions de cette équation différentielle peuvent s'écrire comme ceci. On résout d'abord l'équation homogène, donc x point point plus 2 lambda x point plus oméga 0 carré x égale 0, et ensuite on ajoute à cette solution une solution particulière. Et vous avez dû voir en mathématiques que pour chercher une solution particulière, il en suffit d'une, hein, et souvent on cherche comme solution particulière une solution de la même forme que le second membre. On a un second membre sinusoïdal de pulsation oméga, eh bien on cherchera une solution particulière de la forme A cosinus oméga t plus phi. Alors attention, hein, A et phi ne sont pas des constantes d'intégration. A et phi, ce sont des paramètres que l'on va trouver, hein, et qui définissent la solution particulière. Si vous changez, si vous prenez un A différent et un phi différent, ça ne sera pas solution de l'équation différentielle. Le A et le phi valent une valeur particulière. Donc ça, c'est ce que nous disent les mathématiques. Et on a vu d'ailleurs la solution de l'équation homogène, on la connaît, puisqu'on a déjà étudié l'oscillateur en régime libre. Hein. S'il n'y a pas d'excitateur, bien en fait, ce qu'on obtient comme solution, c'est la solution de l'équation homogène. Un oscillateur amorti va avoir une réponse en régime libre qui, de toute façon, va s'amortir à zéro, en oscillant plus ou moins, hein, ça dépend du régime, si c'est un régime pseudo-périodique ou un régime apériodique. Mais toujours est-il que ce terme-là va tendre vers zéro au bout d'un certain temps. Alors en physique, on donne des noms un peu différents à ces deux termes. x0 de t, c'est ce qu'on va appeler le régime libre ou le régime transitoire. Transitoire pourquoi? Parce que justement, cette réponse dure peu de temps. Au bout d'un certain temps, ça vaut 0. Donc c'est un régime transitoire. Alors que ce terme-là, lui, va perdurer dans le temps, il ne va jamais tendre vers 0. Ça, c'est ce qui va justement rester quand le régime transitoire aura disparu. C'est ce qu'on appelle le régime forcé ou le régime permanent. Et comme ici on a une excitation sinusoïdale, eh bien ce régime forcé s'appelle le régime sinusoïdal forcé.
Donc nous, ce que l'on va essayer de déterminer, c'est justement ce régime forcé. Donc, pour résumer, le régime transitoire s'amortit au bout d'un temps caractéristique que moi j'appelle le temps taux amortissement. Alors, ce temps, il est plus ou moins long, hein. On a vu que, par exemple, quand on est en régime critique, l'amortissement est le plus rapide. Mais si on est en régime pseudo-périodique ou apériodique, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais toujours est-il qu'au bout d'un certain temps, le régime transitoire s'est complètement amorti. Donc, pour t très grand devant taux amortissement, seule la solution particulière va persister, c'est ce qu'on appelle le régime forcé. Et donc, dans ce cadre-là, on écrira x de t égale a cos oméga t plus phi. Ceci étant vrai pour t très grand devant le temps d'amortissement. En mécanique, ce temps d'amortissement, souvent, c'est de l'ordre de la seconde. Ça dépend bien sûr du frottement, ça dépend de plein de choses, mais en règle générale, c'est de l'ordre de la seconde. Donc, imaginons qu'on ait attendu le temps qu'il faut pour que ce régime forcé s'installe. La question que je me pose, c'est comment je fais pour trouver grand A et phi, voilà, comment s'écrit finalement la réponse du pendule élastique en régime forcé. Donc je réinsiste à nouveau sur le fait que A et phi dépendent bien de l'excitateur et non des conditions initiales. Ce ne sont pas des constantes d'intégration. Alors justement, comment on fait pour chercher les valeurs de A et phi? Eh bien c'est très simple, on fait comme en mathématiques, on postule la forme de la solution particulière, ici x égale a cos oméga t plus phi, et on remplace dans l'équation différentielle, et en remplaçant, on va bien sûr trouver A et phi. Alors, je vous donne la réponse ici, mais je voudrais vous montrer comment on fait. Alors, réécrivons l'équation différentielle ici. Donc, x point point plus 2 lambda x point plus oméga 0 carré x égale oméga 0 carré a cos oméga t. Je cherche comme solution particulière x de t égale a cos oméga t plus phi. Donc, je cherche les valeurs de a et phi qui permettent de faire en sorte que cette solution vérifie bien l'équation différentielle. En quel cas, ce sera bien une solution particulière. Alors, il faut que je dérive deux fois pour pouvoir ensuite remplacer dans l'équation différentielle. Donc, x point égale, si on dérive à cos oméga t plus phi, on va avoir la dérivée du cos c'est moins sin, et puis l'oméga t va donner oméga. On va donc avoir moins a oméga sinus oméga t plus phi. Et si je dérive à nouveau, x point point, si on dérive de sinus oméga t plus phi, on va obtenir oméga cos oméga t plus phi. Donc x point point égale moins a oméga 2 cos oméga t plus phi. Si vous remplacez dans l'équation différentielle, vous obtenez a cos oméga t plus phi facteur 2. Eh bien, on va avoir oméga 0 carré ici, et ici on va avoir moins a oméga 2, moins oméga 2. Ensuite, je vais aussi avoir un terme en sinus. Je vais avoir moins 2 lambda a oméga sinus oméga t plus phi égale oméga 0 carré a cosinus oméga t. Ceci devant être vrai, quel que soit t, puisque je cherche une solution particulière qui doit vérifier cette équation différentielle, quel que soit t. Alors là, vous avez une équation pénible, puisqu'il y a des cosinus, des sinus, hein, ça peut paraître compliqué, mais alors là, il faut être un peu malin. Comme c'est vrai quel que soit t, il suffit de prendre des valeurs particulières du temps. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà poser, imaginons que oméga t plus phi soit égal à 0. Dans ce cas-là, cosinus oméga t plus phi, c'est 1, et sinus de oméga t plus phi, c'est 0. L'équation se simplifie, donc on va avoir a, facteur de oméga 0 carré moins oméga 2, égale oméga 0 carré a, cosinus de oméga t, mais oméga t, c'est moins phi. Donc cos de moins phi, c'est-à-dire cos de phi. Premier point. Je vais prendre maintenant non pas oméga t plus phi égale 0, mais oméga t plus phi égale pi sur 2. Dans ce cas-là, c'est le cosinus qui va devenir nul, et c'est le sinus qui va être égal à 1.
On va donc avoir moins 2 lambda A oméga égale oméga 0 carré à cosinus de oméga t, c'est-à-dire cosinus de pi sur 2 moins phi. Or, cosinus de pi sur 2 moins phi, c'est sinus phi. Voilà les deux relations. Alors, une fois que vous avez ça, c'est très simple ensuite. Si vous voulez avoir, par exemple, le phi, ben, vous voyez, vous avez deux inconnus ici, a et phi. On peut facilement éliminer le a en faisant le rapport des deux relations. Si vous faites la deuxième relation sur la première, on va avoir tangente phi égale ça sur ça, donc le a s'en va, on va avoir moins 2 lambda oméga sur oméga 0 carré moins oméga 2, c'est-à-dire 2 lambda oméga sur oméga 2 moins oméga 0 carré. Voilà, là j'ai trouvé le phi, vous voyez pour une valeur de oméga donnée, ce phi vaut une valeur bien précise. Si je veux A, là il faut on élimine le phi simplement en prenant le carré du cosinus et le carré du sinus. La somme vaut 1. Donc on fait ça au carré plus ça au carré, on va donc avoir A2, facteur de oméga 0 carré moins oméga 2 au carré, plus 2 lambda oméga au carré, égale à oméga 0 carré A au carré, et je vais avoir un facteur cos carré plus sinus carré qui va faire 1. Et donc vous voyez là c'est terminé, ça me donne donc A égale, donc je passe ça à droite et je prends la racine carrée, donc on va avoir oméga 0 carré A, petit a, divisé par racine carrée de oméga 0 carré moins oméga 2 plus 2 lambda oméga au carré. Voilà, j'ai remis les résultats, donc vous avez vu comment on les obtient. Alors ce ne sont pas des résultats à apprendre par cœur, hein. Encore une fois, je préférais que vous appreniez à les retrouver si on vous demande de les retrouver. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est d'étudier ces fonctions. Alors, je ne vais pas vraiment m'intéresser au déphasage, je vais plutôt m'intéresser à la résonance d'élongation, c'est-à-dire que je vais regarder comment l'élongation du pendule varie avec la fréquence de l'excitateur. Donc, vous voyez, ça dépend bien de oméga ici. Alors, quand on trace le graphe de A en fonction de la pulsation ou bien de la fréquence, hein, c'est à peu près la même chose puisque oméga c'est 2πf, voilà ce qu'on obtient quand on trace la courbe A en fonction de oméga, ou de la fréquence. Alors, j'ai mis ici différentes courbes qui correspondent à différents coefficients d'amortissement, ici lambda. Suivant que le pendule est très amorti ou pas, on n'a pas la même réponse. Donc par exemple, ici, on a un coefficient d'amortissement qui est très faible devant oméga 0. Donc on a un oscillateur très faiblement amorti, et voilà, on a ici une courbe qui passe par un maximum, et puis ensuite ça décroît. Si j'augmente lambda, eh bien ici on a un maximum qui est plus bas. Ça démarre toujours au même endroit en fait, pour oméga tendant vers 0, ça commence à x égale a. L'amplitude vaut petit a. Ça passe par un maximum, puis ensuite ça tend vers 0. Si j'ai un oscillateur très amorti, si lambda est grand, eh bien on voit que la courbe ici est décroissante, sans passer par un maximum. Donc première chose, la courbe ne passe pas systématiquement par un maximum, ça dépend du coefficient d'amortissement. Mais si le pendule n'est pas trop amorti, eh bien on va avoir une amplitude qui va passer par un maximum. On dit alors qu'on a un phénomène de résonance. Et la fréquence pour laquelle on atteint un maximum s'appelle la fréquence de résonance. Alors on peut étudier, pour trouver la fréquence de résonance, on peut étudier cette fonction-là. Vous voyez, il faut que l'argument de la racine carrée soit minimal pour avoir un A maximum. Donc on peut faire une étude de fonction, je vous laisse faire ça. On trouve ceci, on trouve que la pulsation de résonance vaut racine carrée de oméga 0 carré moins 2 lambda 2.
ce n'est pas non plus à connaître. Mais vous voyez, ça ressemble beaucoup à la pseudo-pulsation. On avait une pseudo-pulsation qui valait racine carrée de oméga 0 carré moins lambda 2. Là, ici, il y a un facteur 2 en plus. Donc ça, c'est la pulsation de résonance. Alors, remarquez une chose, c'est que si lambda est très petit devant oméga 0, eh bien la pulsation de résonance, c'est la pulsation propre. Donc autrement dit, ça c'est quelque chose que vous pouvez retenir, pour un pendule élastique faiblement amorti, on a une résonance qui va avoir lieu à la fréquence propre. Ici, oméga 0, la pulsation propre. Eh bien, vous voyez bien que ça correspond au maximum ici. Ça, c'est dans le cas où l'oscillateur est faiblement amorti. On dit lambda très petit devant oméga 0. C'est plus tout à fait le cas. Vous voyez, là, j'ai pris une courbe où lambda n'est pas petit devant oméga 0. Vous voyez ici, la résonance, elle a lieu légèrement un peu en dessous d'oméga 0. L'amortissement produit un décalage de la fréquence de résonance. Alors il y a aussi une autre chose que l'on peut vérifier, c'est que si l'excitateur vibre à la fréquence propre, la valeur de A à oméga 0, c'est oméga 0A sur 2 lambda. Autrement dit, si lambda est petit, ce terme-là est très grand. Donc plus l'amortissement est faible, et plus la résonance est prononcée. Donc, autrement dit, si vous avez un oscillateur faiblement amorti, non seulement il va résonner à la pulsation propre, mais il va résonner beaucoup. C'est-à-dire que son amplitude va être extrêmement grande. Alors, juste pour revenir un petit peu sur la vidéo d'introduction, il y a quelques erreurs qui se sont glissées dans la vidéo. En fonction de la fréquence imposée par l'excitateur. En pratique, la courbe de Alors là, vous résonance voyez ici, il montre une courbe de résonance qui ne correspond pas à une courbe de résonance d'élongation. En fait, donc ils expliquent que la courbe est une courbe de Lorentz, mais en fait pas du tout. Donc la courbe de résonance n'est pas une courbe en cloche, comme ici. En fait, je vous l'ai dit, la courbe part avec une amplitude petit a, qui correspond à celle de l'excitateur quand la fréquence tend vers 0. pour F égale 1, Donc là, vous voyez, pour f égale 1,22 Hz, par exemple, on trouve 0,9 cm, 9 mm. comporte les résultats Et vous expérimentaux voyez, là, ils trichent un petit peu, parce que quand ils reportent leurs données expérimentales, eh bien, 9 mm, ça se trouve plutôt ici, là. Vous voyez? Non pas là. Même chose pour ce point est trop bas. En fait, ils ont un peu triché parce que justement, ils voulaient coller la courbe en cloche sur les points, mais en réalité, la courbe théorique n'est pas une courbe en cloche. Alors, je ne sais pas pour quelle raison ils ont fait ça, mais voilà, on c'est obtient pas très un rigoureux. signal de résonance conforme au prévisible de la masse oscillant. Alors Cette ensuite, modification ils déposent une masse de carton, ce qui fréquence implique un changement de la fréquence propre, propre. La masse suspendue est maintenant puisque la masse légèrement change. supérieure. Mais ce qu'ils oublient, c'est que en mettant le carton, des frottements apparaissent et la fréquence d'oscillation naturelle n'est plus tout à fait la fréquence propre. Donc ça, c'est une petite erreur aussi. Ce qui est curieux, c'est que on devrait observer un maximum plutôt aux alentours de, enfin, un petit peu en dessous de 1,12 Hz, mais ça devrait être visible vu l'amortissement qui est ici important. L'amortissement ici est assez important, ça devrait se voir, et donc je pense que les données sont truquées ici. Donc voilà, ayez un esprit critique sur ce que vous voyez, comme toujours. Une chose que je trouve intéressante, c'est celle-ci, je vous laisse regarder. Donc, je vais juste un peu expliquer le dispositif. Vous avez des pendules simples qui sont accrochés sur un fil horizontal à peu près. Ces pendules simples ont des longueurs différentes. On a vu pour le pendule simple que le pendule simple se comporte comme un oscillateur de pulsation propre oméga 0 égale racine de G sur L. Donc, lorsque l'on change la longueur des pendules, on change les pulsations propres.
Là, vous avez un pendule ici avec une masse en rouge qui a à peu près la même longueur que celui-ci. Donc ces deux pendules ont normalement des pulsations propres comparables. Les autres, non. Quand on met en oscillation ce pendule, il va osciller à peu près à la pulsation propre de celui-ci, et donc il va tordre le fil qui va agir comme un excitateur au niveau des points de fixation ici. Et évidemment, comme la fréquence ici de l'excitation correspond à peu près à la fréquence propre de ce pendule, celui-ci va résonner, donc il va osciller amplement, alors que les autres, pas du tout. Et il y a une chose que vous pouvez voir également, c'est que vous voyez, les pendules n'oscillent pas en phase, ce qui veut dire que le déphasage phi dépend de la fréquence.